Bonjour à tous, je vais essayer de refaire la conférence concernant la rénovation d'une maison, le retour d'expérience concernant la rénovation d'une maison. Donc je suis Cyril Poissonnier. La maison que je vous présente aujourd'hui, c'est une maison qui était de 1957. C'était une véritable passoire énergétique. Vous pouvez le voir, elle était classée F et G, en taux d'émission gaz à effet de serre, et une maison très énergivore, avec 2700 € de gaz environ par an pour le chauffage et l'eau chaude. Nous sommes donc partis sur une étude thermique avec une caméra thermique de la maison pour voir ses avantages et ses inconvénients. Et la première chose que nous avons fait, c'est l'isolation extérieure, l'isolation en urgence, l'isolation du plafond. Déjà ça a beaucoup changé la donne au niveau de la maison, qui était techniquement inchauffable au début, donc il était toujours très froid. Et sur la première photo thermique, on voit effectivement que il y a encore des pertes de chaleur, mais que le toit est devenu un peu plus sombre, donc déjà il y a moins de pertes. Voilà, on voit malgré tout aussi que les fenêtres sont bien isolées. C'est les zones en noir qui apparaissent au niveau des fenêtres, donc déjà ça c'était un bon point, mais malgré tout il y avait beaucoup de défauts. La deuxième chose qui a été faite, c'est clairement l'isolation thermique extérieure, donc une ITE. Sur les deux différentes photos thermiques que vous pouvez voir, il y a le avant et après. Donc avant, on voit clairement une masse jaune et rouge, le rouge étant le poêle à peler qui se trouve juste derrière en fait. Et pour une température extérieure de à peu près 0 degré, on avait un mur à plus de 5 à 6 degrés. Donc on avait une très très grosse perte énergétique à cet endroit-là. Et une fois que l'ITE est faite, on se retrouve avec une zone complètement noire qui est l'isolation thermique. Et là on voit clairement qu'il n'y a plus il y a plus de perte de chaleur en cette partie-là. Tout en haut de la deuxième image thermique, on voit un pont thermique qui apparaît. C'est au niveau du fêtage. Donc c'est pas bien grave à ce niveau-là. Donc qu'est-ce qu'une ITE réellement ? Une ITE, c'est une isolation qu'on va faire sur le mur extérieur, directement à l'extérieur du mur, de manière à garder de la masse à l'intérieur pour réguler la température, tout en isolant de l'extérieur. Donc c'est en général du polystyrène qui est chevillé directement dans le mur, puis une armature, une espèce d'armature, une espèce de grillage en fibre de verre, et là-dessus on met une couche une pré-couche, puis une couche d'enduit pour faire une couche de finition, donc pour faire un mur extérieur classique. Pourquoi j'ai fait le mur nord ? Donc le mur nord, c'est le mur qui n'est jamais exposé au soleil. Comme vous pouvez le voir, en fonction de l'orientation de la maison, il y a des parties qui sont clairement exposées toute l'année, jusqu'à des parties qui sont très rarement, voire pas du tout exposées. Ces parties qui ne sont pas exposées sont des parties qui vont en permanence perdre de la chaleur et ne jamais emmagasiner de la chaleur en journée. Donc c'est là tout l'intérêt justement de faire cette isolation de ces murs là, c'est pour éviter de perdre ces kilowatts que l'on va chauffer vers l'extérieur, tout en laissant dans mon cas la partie sud se charger en énergie, même au niveau des murs en journée. Ils vont finir de rayonner le soir en fait dans la maison, donc ça va réguler un petit peu la température de la maison. Donc voilà quoi. Sur cette photo, on voit en fait la sensation que l'on peut ressentir à l'intérieur d'une maison en fonction du type de mur et de la température du mur. Donc dans le premier exemple, pour une température intérieure de 20 degrés, si la température de paroi est de 16 degrés, donc la sensation de température elle est que de 18,5. Alors que sur un mur ou dans les mêmes conditions intérieures de température, si la paroi est isolée à 18,5 et est à 18,5, la sensation sera 19,25, soit 1 degré de plus.
C'est pour ça qu'on se retrouve souvent avec des maisons qu'on a beau essayer de chauffer à 23-24 degrés, si le mur il est à 10-12 degrés, la sensation va tomber à 17-18 degrés, donc ça va pas être vivable. C'est pour ça que tout l'intérêt, c'est là tout l'intérêt justement de faire une isolation intérieure ou extérieure, justement pour monter cette température de paroi, pour justement limiter la chauffe à l'intérieur de la maison. Pour le résultat, à la fin d'une année, rien que sur le mur nord, pour le mur nord, plus une petite évolution que j'avais fait au niveau du chauffage, je me suis retrouvé donc avec moins 21% d'énergie consommée donc pour cette période de chauffage. Donc c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Concernant le coût, pourquoi un seul mur? C'est très simple en fait, concernant le coût et concernant le crédit d'impôt et les primes énergie. Le crédit d'impôt est donc limité à 7500 € environ par personne, plus derrière la prime énergie, et au final ça permettait justement d'avoir le meilleur rapport qualité-prix, un meilleur rendement, enfin un meilleur retour sur investissement donc sur cette isolation. Il faut savoir donc en fonction des entrepreneurs, ça peut être du simple au double pour une isolation extérieure, une isolation thermique extérieure. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien faire attention sur le choix de la personne que l'on va choisir. Moi personnellement, donc pour le mur extérieur, j'ai eu donc 2000, j'ai prime énergie plus crédit d'impôt associé. Ça m'a au final coûté un peu plus de 2500 €. Et les 2500 € finalement je vais les retrouver très rapidement, donc entre 3 et 5 ans sur ce mur nord, alors que sur d'autres murs ça aurait pu être un peu plus long. L'isolation c'est très bien, mais dès que l'on commence à vraiment isoler, il faut penser à ce que la maison puisse respirer. Comme finalement, c'est comme si on mettait la maison sous un sac plastique. Il va y avoir de la vapeur qui va se former. Donc dans mon cas justement, j'ai pris donc une isolation, une ventilation double flux. C'est une ventilation en fait qui permet de chauffer l'air récupéré de l'extérieur tout en récupérant tout en refroidissant l'air qui est aspiré, et cet échange d'air en fait, il y a un échangeur qui permet justement donc de réchauffer l'air extérieur. Autre chose que j'en ai profité pour faire, c'était faire un peu de domotique. Juste en dessous justement, c'est la domotique qui va analyser donc le taux d'humidité dans la salle de bain et qui va modifier donc la vitesse de ventilation pour réguler l'hydrométrie donc au niveau de la salle de bain. Donc dans le graphe juste en dessous, on peut voir un pic de hydrométrie lors d'une prise de douche, et le déclenchement de la VMC fait que elle va très vite réguler en fait le taux d'hydrométrie de la pièce et le faire revenir donc à un taux qui est plus que raisonnable. Autre chose qui est extrêmement important, c'est calorifuger les zones froides. Il y a peu de temps, je suis allé chez une personne qui me disait que il était sur une pompe à chaleur et malgré tout il n'arrivait pas à chauffer. Et même au final, en passant, donc il était retourné donc sur une chaudière à gaz, et je pense qu'il avait des factures quand même assez impressionnantes. Et malheureusement, je me suis rendu compte très rapidement qu'il n'avait pas isolé donc ces tubes de cuivre, hein, donc dans sa cave, et il y en avait pour un peu plus de 100 à 150 mètres de tubes. Donc au final, toute l'eau chaude qui sortait à 50-55 degrés au niveau de sa chaudière arrivait au niveau de ses radiateurs à peu près 30 degrés, tellement il y avait de la distance. C'est pour ça qu'il est extrêmement important d'utiliser donc les tubes de néoprène pour isoler les tubes de cuivre. Et vous pouvez clairement voir donc sur la photo thermique du milieu une zone non isolée donc en rouge qui est à plus de 45 degrés, avec une zone qui est environ 8-10 degrés sur la partie isolée. Donc ça garde malgré tout beaucoup d'énergie. On voit aussi sur la photo de droite la même chose, donc effectivement donc avec un point à plus de 35 degrés et une zone à peu près isolée entre 12 et 15 degrés.
Les manchons en néoprène sont déjà une bonne chose pour isoler, mais on peut faire encore mieux. Donc j'ai testé donc un calorifugage à l'ancienne avec de la filasse et un calorifugage à ma manière avec de la laine de verre, et je me suis rendu compte finalement que la laine de verre fonctionne mieux que la filasse. Donc comment j'ai fait? Donc j'ai fait un peu comme le calorifugage à l'ancienne avec de la filasse, sauf que j'ai coupé des bandes de laine de verre assez épaisses que j'ai trempées directement dans le plâtre et enroulé autour du tube. Et effectivement je me retrouve donc avec, comme on peut le voir sur la photo de gauche, vraiment de beaux écarts de température, donc au niveau du rendu de température. Autre chose, l'intérêt de la caméra thermique, ça vous permet clairement de trouver les failles dans votre maison. Donc c'est toujours ces zones blanches qui apparaissent quand vous êtes en intérieur, quand vous êtes en zone froide, et ces zones noires qui apparaissent quand vous êtes en intérieur. Donc sur la photo de droite, sur la photo de gauche, on peut voir clairement ici une faille en fait au niveau de l'isolation, où on se retrouve avec une masse noire en plein milieu d'une masse jaune qui symbolise un trou en fait, clairement au niveau de l'isolant. Sur la photo de droite, on voit en fait une très bonne isolation au niveau du toit, mais une grosse perte d'énergie en fait au niveau de la cheminée et au niveau de la façade de la maison. Autre chose qui est super important, c'est de faire le calorifugage de son ballon. S'il est en zone froide, le ballon d'eau chaude, il faut absolument le calorifuger. C'est une grosse perte thermique, mine de rien. Donc là c'est un exemple typique. Moi pour ma part, j'ai carrément pris de la laine de roche et j'ai entouré le ballon avec de la laine de roche, et clairement ça fonctionne très bien. Autre chose qui n'a rien à voir, il faut surtout se méfier des vieux appareils. J'ai l'exemple typique donc de mon boss qui m'a demandé de faire une étude sur sa maison, et j'ai constaté donc une très grosse consommation moyenne de sa maison, ce qui me paraissait quand même assez étonnant. Et en cherchant un peu, donc je me suis retrouvé, j'ai trouvé qu'il avait un vieux frigidaire, donc un vieux frigidaire, vraiment de la marque Frigidaire. Il me disait oui, ça, il marche super bien, je suis jamais embêté avec, il marche super bien. Et j'ai malheureusement mis un compteur d'énergie dessus au bout de 4 jours. Au bout de 4 jours, il avait déjà mangé 21 kW, donc il avait déjà mangé 3 euros. Et dans les 2 semaines où il est parti, il avait déjà mangé 15 euros. Donc soit dans l'année, en fait, potentiellement, il allait consommer 400 euros d'énergie. Donc clairement, c'est plus que le prix d'un frigidaire. Un frigidaire de bonne qualité récent, plus sa consommation annuelle. Donc c'est pour ça que je lui ai dit clairement de le débrancher, d'en changer. Autre chose, vu qu'on vous a demandé on vous a imposé plus ou moins le Linky, utilisez-le pour surveiller vos consommations. Ça permet clairement d'analyser en fonction de vos habitudes ce qui va consommer énormément ou pas. L'exemple typique, le four. Là vous voyez clairement sur mon graphe Linky, j'ai 2 pics. C'est 2 pics où j'ai utilisé le four. C'est vraiment c'est clairement des appareils qui sont très énergivores, donc il faut clairement limite mieux vaut souvent acheter une pizza plutôt que se faire une pizza dans son four. Dans les autres évolutions que j'ai pu faire à droite à gauche, l'installation d'un panneau solaire thermique. Donc ça n'a rien à voir avec le panneau solaire électrique qui lui produit de l'électricité. Le panneau solaire thermique utilise les rayons ultraviolets du soleil pour chauffer de l'eau directement. Donc comme vous pouvez le voir sur le schéma du haut, donc le capteur solaire chauffe un serpentin qui lui va se charger donc de restituer cette énergie dans un ballon de stockage, donc un ballon sanitaire, et qui va vous permettre plus tard donc
d'utiliser cette eau pour la douche ou pour tout le reste. Le thermomètre que vous voyez juste en dessous, en fait, c'est au mois de septembre. Donc quand j'ai mis en route ce système, en une demi-journée, le ballon est passé de 20 à 45 degrés pour 4 mètres carrés de panneau. Donc c'est clairement très efficace et actuellement, sur les journées ensoleillées du mois d'octobre, j'avais de l'eau à plus de 60-70 degrés, donc c'est quelque chose qui marche très bien, mais il faut clairement ne pas surdimensionner l'installation. C'est quelque chose qui sert d'appoint, mais ça ne doit pas vous fournir du chauffage ou de l'eau chaude toute l'année, car le problème entre l'été et l'hiver, en fonction de l'orientation, la chaleur, l'énergie que va récupérer donc ce capteur solaire peut aller jusqu'à 6 fois en été. Donc on peut se retrouver donc avec des choses extrêmement dangereuses, avec de l'eau qui bout. Et l'exemple typique, la personne moi qui m'a donné mes capteurs solaires avait 9 mètres carrés de panneaux solaires, hein, donc sur son toit, sur une orientation qui était assez raide, donc environ 60 degrés. Et en été, avec la puissance qu'il avait, donc qui était équivalent à 9 kW, il se retrouvait donc avec 600 litres d'eau qui se mettait à bouillir l'été. Donc forcément, vous imaginez le risque que ça vaut. C'est pour ça qu'il faut vraiment sous-dimensionner l'installation. Donc pour une maison classique, ne jamais dépasser, je dirais, 4 à 5 mètres carrés en fonction de la surface, mais vraiment pas plus. Ou sinon, il faut vraiment avoir beaucoup de stockage de ballons. Mais ne jamais surdimensionner. Mieux vaut produire un peu d'énergie, enfin mieux vaut finir de chauffer de l'eau avec de l'électricité plutôt que se retrouver avec de l'eau bouillante qui transforme un ballon en cocotte minute. Donc c'est vraiment quelque chose il faut faire vraiment attention. Sur la petite image tout en haut, en fait, vous voyez donc c'était au mois de décembre, un jour où il gelait dehors, avec une journée plein soleil. Donc à midi et un quart, l'eau dans les radiateurs était déjà à plus de 30 degrés. Il faut savoir donc que bon, pour mon boss, j'ai fait un système donc de capteur solaire pour chauffer de l'eau sanitaire. Pour ma part, j'ai directement utilisé donc les panneaux solaires pour préchauffer l'eau des radiateurs de la maison. Donc comme ça, la chaudière ne travaille pas et en journée, et c'est uniquement les panneaux solaires qui vont fournir de l'eau chaude. La chaudière, elle, ne travaillera donc que le soir, que pour faire la pointe température quand je rentre, pour justement pour donner ce plus d'énergie. Mais les radiateurs auront déjà fait beaucoup de travail donc dans la journée, quoi. Sur les trois graphes que vous voyez, donc le premier graphe, c'est la température de l'eau dans les radiateurs lors d'une journée ensoleillée du mois de septembre. Donc fin septembre, début octobre. L'eau donc jusqu'à l'exposition du soleil vers midi. Le panneau n'est pas éclairé jusqu'à midi, mais une fois qu'il prend les rayons du ultraviolet, donc le midi, l'eau passe donc de 19 degrés jusqu'à 37-38 degrés dans les radiateurs, puis redescend de façon douce jusqu'à se retrouver à un point d'équilibre lorsqu'elle est plus exposée. Donc ça permet de gagner beaucoup de calories, mine de rien, dans la maison. L'exemple typique juste en dessous, donc la maison est passée de à peu près 19 degrés à 22,5, à peu près 22-23 degrés, quoi. Autre chose dans ce graphe, dans ce schéma que vous voyez, c'est le montage que j'ai pu faire donc chez mon boss. Donc j'ai un panneau solaire thermique qui va se charger donc de chauffer la partie basse d'un ballon, et donc on a une partie et la partie haute donc va se charger donc en fonction que ce soit l'été ou l'hiver, donc soit d'alimenter directement donc la source d'eau chaude, le point de tirage d'eau chaude, donc avec un limiteur pour éviter les brûlures, soit de préchauffer l'eau avant d'arriver dans la chaudière pour qu'elle puisse faire son appoint et limiter donc la consommation de gaz l'hiver pour réchauffer de l'eau lorsque l'on prend une douche et que l'eau finalement arrive naturellement en principe à 7 degrés. Là elle va arriver donc à 25-30 degrés, donc la consommation de gaz va réduire.
Il y a un deuxième serpentin donc, qui permet justement donc, le préchauffage pour les radiateurs pour le mode hiver. Donc qui va permettre justement donc de préchauffer les radiateurs et soulager donc la consommation de la chaudière. Donc avec ça, clairement, on réduit énormément donc nos consommations de gaz. C'est quelque chose de très efficace. Moi personnellement, j'ai encore réduit de 15% ma consommation de gaz au niveau de la facture, alors que le gaz a lui augmenté. Donc je pense que j'ai fait bien, comme on peut le voir un peu plus haut dans les calculs, moins 20% à peu près, quoi. Une autre chose qu'il faut faire vraiment attention, c'est l'eau. Donc clairement, l'eau des toilettes, enfin, c'est une aberration d'utiliser de l'eau potable pour les toilettes. Et personnellement, donc, je me débrouille donc, pour réutiliser de l'eau de tirage pour les toilettes. Donc, qu'est-ce que l'eau de tirage? C'est en général c'est de l'eau que l'on va tirer pour, par exemple, atteindre son eau chaude. C'est de l'eau qu'on va tirer le matin avant d'avoir l'eau chaude, quand on va prendre sa douche, par exemple. Donc souvent c'est 2 à 3 litres systématiquement avant d'avoir de l'eau chaude. Et mine de rien, ça fait beaucoup de litres par jour, voire dans une année. Ça représente plusieurs mètres cubes. 12, ça représente 4 voire 6 mètres cubes. Et c'est toujours une somme, quoi, mine de rien, et c'est beaucoup d'eau qu'on peut réutiliser donc pour les toilettes, pour par exemple arroser le jardin ou faire tremper la vaisselle. Comment collecter cette eau? En fait, c'est très simple. Donc dans la salle de bain, j'ai un broc avec deux arrosoirs, et systématiquement, donc je remplis mes brocs et que je vide dans mes arrosoirs avant d'avoir mon eau chaude. Donc ça me permet de collecter cette eau. Une autre chose que j'ai fait aussi, c'est de l'autoconsommation. Donc là, c'est du panneau solaire électrique. Et l'autoconsommation, donc c'est un panneau solaire donc connecté à un micro-onduleur qui va se synchroniser donc avec le réseau électrique et qui va soulager en fait le réseau électrique classique. Avec ce panneau solaire, donc ce panneau, donc j'ai pris un panneau de 250 watts qui me permet en fait d'absorber plus ou moins en journée mon bruit de fond. C'est le bruit de tous les petits équipements qui restent connectés en permanence à la maison lorsque l'on n'est pas là. Et mine de rien, c'est entre généralement 300 et 400 watts continu que l'on utilise juste pour faire tourner une box ou une télé mis en veille ou des choses dans le genre. Et donc ce panneau en fait va tenter de faire tomber à zéro cette consommation pendant la période de 9h à 17h, 18h. Donc sur le graphe que vous pouvez voir là-haut, grosso modo, je produis jusqu'à un pic de 150 watts environ. Donc ça me permet de réduire la consommation, et dans l'année ça me permet de produire environ 300 à 400 kW. Donc ça me permet pas mal de réduire. Donc je comptabilise environ 15 à 20% de ma consommation électrique est produit donc par ce micro-onduleur. Je vais revenir très rapidement donc, sur le solaire thermique pendant que j'y pense. On m'avait posé la question sur le prix et compagnie. Donc forcément, si vous passez par un professionnel, ça va vous coûter une blinde. Clairement, ça va vous coûter très cher. Par contre, si vous mettez un peu à la plomberie, que vous le faites vous-même et compagnie, il y a des sociétés qui vendent des kits tout prêts qui ne sont pas très chers. Donc dans les 3000 €, il faut compter à peu près 500 € de plomberie en plus. Donc pour 3500 €, vous avez quelque chose qui va produire de l'eau chaude très régulièrement, et qui va vraiment soulager votre facture, et le retour sur investissement, donc il est très rapide. Autre chose, ce que je fais personnellement, c'est que j'utilise un panneau solaire pour charger une batterie, et pour utiliser cette batterie uniquement le soir, donc pour l'éclairage. Il faut savoir que les spots en GU12, donc c'est les spots avec des petits picots, sont en 12 volts et pas en 220. Ils sont toujours associés donc à un transformateur 12 volts derrière au niveau du plafonnier.
Et donc l'idée c'est retirer le 220 et directement alimenter par la batterie ces ampoules. Donc il faut bien sûr prendre des ampoules à LED, sinon ça n'a aucun intérêt. Et sur le schéma que vous pouvez voir, donc c'est le schéma de branchement que j'utilise pour alimenter donc ces ampoules. Il faut savoir qu'en fait, bon, il n'y a pas grand chose à faire comme changement en fait. Il y a juste à débrancher donc au niveau du fusible, débrancher le 220 donc au niveau de votre fusible, au niveau du tableau électrique pour l'éclairage, et directement de le raccorder donc avec les protections qui vont bien, donc fusible de voiture voire autre fusible, donc vraiment bien sécuriser la chose. Et après derrière brancher directement donc sur le circuit d'éclairage. Donc ça marche très bien, c'est quelque chose que j'utilise en permanence depuis maintenant 3 ans et ça marche très bien. En hiver, l'exemple typique, donc il est possible que votre batterie ne puisse pas suivre, ce qui est fort probable vu qu'on augmente le temps d'éclairage et on réduit le temps d'exposition des panneaux. Et dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est que j'ai un relais donc un relais de chez Conrad qui marche très bien en 12 volts et qui permet donc d'alimenter grâce à ce relais un transformateur 220 vers 12 volts et qui permet lui de compenser en fait la coupure qui va produire la batterie, et donc va permettre d'assurer la continuité en fait du courant pour vos ampoules pour le soir. Autre chose qui est bien dans ce genre de cas, c'est qu'en cas de coupure l'hiver, on est bien content d'avoir malgré tout de la lumière. On peut se passer du reste de tout le reste de l'électricité dans la maison quand il y a une coupure électrique, mais clairement l'éclairage c'est vraiment la seule chose dont on a vraiment besoin. Ça évite les accidents quotidiens quand on est à la recherche d'une bougie ou quoi que ce soit dans la maison. Et sur le dernier schéma donc, que je vous présente, c'est que ce réseau 12 volts, en fait, j'en ai profité donc, pour rajouter des prises 12 volts qui sont clairement identifiées, donc prises vertes, qui sont alimentées en 12 volts, et sur lequel donc, le 12 volts est utilisé entre le neutre et la terre. Donc bien sûr, il n'y a pas de 220 qui circule sur cette prise, mais entre le neutre et la terre, l'équivalent neutre et terre de la prise, donc j'utilise du 12 volts. Ça me permet d'utiliser donc différents types d'éclairage comme les prises, comme beaucoup de matériel Ikea par exemple. Et sur certains types d'éclairage, il est très facile par exemple de trouver des ampoules 12 volts au format E27 ou E14. Donc c'est pareil, ça permet de réadapter donc ce 12 volts vers d'utiliser ces prises 12 volts donc avec de l'éclairage sur d'autres points autres que des ampoules en GU12. Autre chose qui est assez intéressante, c'est que ce genre de prise 12 volts, moi je l'utilise aussi pour mettre un petit transformateur, donc un petit réducteur de tension, donc 12 volts vers 5 volts, branché en USB, et qui me permet donc de brancher tous mes téléphones et autres tablettes. Et ce système que j'avais utilisé j'utilise depuis des années, ça fait 8 ou 10 ans que je l'utilise, donc et c'est quelque chose qui marche vraiment bien, quoi. Donc c'est mine de rien, ça fait 10 ans que je n'utilise plus de prise d'adaptateur secteur en fait pour charger mes téléphones. C'est uniquement le solaire qui s'occupe de ça. Et ce genre de montage pour le téléphone ne demande pas grand chose en investissement. Il faut juste potentiellement donc un panneau de 20 à 40 watts, donc c'est des tout petits panneaux qui font 30 sur 30 à peu près, et après derrière donc juste le petit montage qui va bien et ça suffit largement. Pour finir, donc au niveau consommation, donc je suis vraiment tombé à quelque chose d'extrêmement bas dans la maison, et donc la maison qui était donc initialement donc très énergivore, donc F limite G donc en énergie et puis G en gaz à effet de serre, donc est tombée au niveau B en gaz à effet de serre. Je suis aussi proche de B au niveau de l'économie du logement, donc je suis au-dessus d'une RT 2005. Je suis encore un peu loin d'une RT 2012, mais je suis pas loin d'une RT 2005, ce qui est déjà pas mal pour une maison de 1950. Pour le coût global
de l'installation. Clairement, bon, il y a eu beaucoup de travaux donc en termes d'isolation, mais l'isolation c'est pas ce qui coûte le plus cher. On peut réussir à trouver à moins de 3 € le mètre carré donc pour d'isolant en laine de verre. C'est pas ce qu'il y a de mieux clairement au niveau confort quand il s'agit de l'installer, mais ça marche très bien. Et pour l'isolation extérieure, comme je disais, donc pour 90 mètres carrés de mur extérieur, j'ai payé un peu moins de 8 000 € pour un résultat plus que satisfaisant. Et au niveau du confort, c'est vraiment clairement le jour et la nuit. Donc clairement, faire une ITE, c'est vraiment extrêmement important, quoi. Mais vraiment pensez au mur nord, pas le reste, c'est pas hyper important, c'est mieux, c'est un plus, mais clairement faites le mur nord. Donc voilà, merci de m'avoir écouté pendant tout ce temps donc sur cette vidéo, et n'hésitez pas donc à me poser des questions, à répondre donc sur cette vidéo si vous avez des questions, et je me chargerai d'y répondre. Merci beaucoup.